Ce webinaire s'inscrit donc dans la politique globale de la gestion de l'eau, action qui a été lancée le 16 mars dernier par Madame la Préfète sur la sobriété et l'efficacité hydrique des entreprises, donc qui comporte 3 axes: l'amélioration du cadre de la gestion de la crise sécheresse, un diagnostic sous forme d'identification des entreprises les plus sensibles face aux éventuelles restrictions de consommation, et la sensibilisation et l'accompagnement des entreprises pour une plus grande sobriété hydrique. Donc, la CCI de région s'est positionnée en soutien des actions de l'État à cette démarche avec différents partenaires, je ne veux pas tous les citer, mais des partenaires donc sur les branches professionnelles, que ce soit les partenaires de la mécanique, de l'agroalimentaire. Un premier webinaire a été réalisé au mois de juin sur la sécheresse dans l'entreprise, et nous en sommes maintenant au deuxième webinaire, donc sur comment optimiser sa consommation d'eau. Je rappelle que ce webinaire est organisé par la CCI de l'Ain et une cible industrie. Un autre webinaire régional aura lieu le 27 novembre, organisé par la CCI Nord-Isère, avec les cibles comme cible les autres activités, notamment le tourisme. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est faire des économies d'eau pour travailler avec moins d'eau possible, partager donc les solutions concrètes pour réduire sa consommation d'eau dans l'entreprise, découvrir des solutions et valoriser les bonnes pratiques que d'autres entreprises ont réalisées, et éventuellement, donc, on verra différentes solutions, et ensuite nous aurons le domaine sur l'accompagnement. Donc, les présentations vont être assurées par Monsieur Toré, non, Monsieur Bron de l'entreprise Toré, excusez-moi, Madame Evra de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et de Monsieur Queneau de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Il y aura un petit mot d'accueil également qui sera fait par Monsieur Jean-François Muller, le directeur du GITEC. Nous aurions dû également avoir la présentation de l'entreprise Au But, mais qui n'a pas pu être présente, donc nous passerons un film pour présenter ce qu'ils ont fait dans le domaine de l'économie d'eau. Alors, je vais passer maintenant la parole à Monsieur Jean-François Muller pour quelques éléments de contexte sur cette démarche de sobriété et d'efficacité hydrique. Monsieur Muller, c'est à vous. Merci Rémi, bonjour à toutes et à tous. Alors, je me présente, Jean-François Muller, je suis le directeur du GITEC Bourg-en-Bresse, une entreprise de la métallurgie, et ayant une sensibilité particulière au sujet de l'eau, la CCI, dont je suis membre également, m'a demandé de co-animer avec eux ce groupe de travail sécheresse, et je le fais avec plaisir, mais vous verrez qu'on est plusieurs entreprises, plusieurs industriels à être particulièrement préoccupés par ce sujet. L'eau fait partie du patrimoine commun que l'on partage tous, et on l'a vu ces dernières années, y compris dans l'Ain, donc ça c'était un peu une nouveauté dans l'Ain. Ce n'est plus une ressource illimitée, et les périodes de sécheresse exceptionnelles qu'on a connues, avec des niveaux de nappe phréatique particulièrement bas dans l'Ain, historiquement bas, ont montré qu'il y avait de plus en plus de déséquilibres qui sont en lien évidemment avec le changement climatique. Et ces périodes compliquées pour nous, qui ont obligé la préfecture à prendre des mesures contraignantes en fait, vont s'accentuer, même si là, effectivement, avec la pluviométrie d'octobre et novembre, ça va nous permettre de lever un peu les restrictions. En tout cas, la préfecture devrait le décider assez rapidement, y compris pour les eaux souterraines. En tout cas, on est bien confronté à ce défi collectif de répondre à cette évolution de raréfaction de la ressource hydrique et de nous y préparer. Nous y préparer aussi, c'est pour nous entreprises, ne pas subir mais anticiper et se préparer à ces échéances-là. Alors, on n'est pas les seuls, évidemment. Bien avant nous, les 6 agences de l'eau qui portent la préservation de l'eau et des milieux aquatiques sur l'ensemble des territoires sont engagées depuis leur création en 1964 sur ce sujet. Mais cet effort porté par les agences de l'eau doit désormais être porté collectivement par toutes les citoyennes, tous les citoyens et toutes les entreprises. Le président de la République, le 30 mars, a ainsi appelé l'ensemble de la nation à se joindre à cet effort de sobriété sur l'ensemble des usages, avec un objectif qui a été clairement fixé à moins 10% de prélèvements d'ici à 2030. Alors évidemment,
nous autres entreprises, on a de nombreux secteurs d'activité qui dépendent de l'eau pour pouvoir assurer notre production ou le fonctionnement de nos installations. Alors évidemment, c'est le cas des grandes industries. On est deux ici présents, hein, Toray et Ugitech, mais c'est aussi le cas des petites entreprises. Et face à ces contraintes, le rôle des pouvoirs publics et des représentants du monde économique est d'accompagner ces adaptations des entreprises vers la sobriété et vers une efficacité plus importante des usages de l'eau et d'améliorer notre résilience face à la raréfaction de cette ressource, tout en prenant en compte les contraintes économiques. Alors, côté entreprise, les usages de l'industrie et du tertiaire, on représente à peu près 8%, hein, donc c'est une part minoritaire, mais c'est quand même une part significative concernant les prélèvements, et à peu près 4% si on parle de consommation nette. Alors évidemment, pour nous entreprises, ce n'est pas nouveau. On est engagé depuis plusieurs années dans des projets de réduction des prélèvements ou d'optimisation de notre consommation. Et on va continuer à investir lourdement sur le sujet. En l'espace de 10 ans, les prélèvements d'eau douce pour les usages industriels ont diminué de 9% en France métropolitaine. Et dans ce contexte, l'action régionale sobriété et efficacité hydrique des entreprises affiche l'ambition d'amplifier et de coordonner toutes ces actions tendant à anticiper et maîtriser le risque pour les entreprises de la raréfaction de l'eau. Cette action, elle a 3 objectifs. Donc, d'une part, améliorer le cadre réglementaire de la gestion de crise et des restrictions de prélèvement dans une logique d'équité régionale. Donc, dans l'un, c'est évidemment la préfecture qui est à la manœuvre, aidée de la direction technique départementale, et puis des DREAL, des agences de l'eau, etc. Côté CCI, l'effort est plutôt mis sur la communication, la sensibilisation, l'identification et le partage des bonnes pratiques, objet de ce webinaire aujourd'hui, et aussi inciter au retour d'expérience. Donc la CCI est clairement positionnée en soutien de l'action de l'État sur ce sujet et communique aussi avec l'ensemble des organisations patronales et professionnelles, la Chambre des métiers et d'artisanat aussi, qui est à la manœuvre aussi. Et ce webinaire va aborder le thème des solutions pour optimiser sa consommation d'eau, dans lequel on va parler des bonnes pratiques, donc en s'appuyant sur des exemples notamment de mon voisin, M. Toray, enfin l'entreprise Toray. Et je voulais aussi vous dire que l'État, dans sa stratégie de réduction de la consommation, incite aussi, et ça c'est tout nouveau, les entreprises à faire preuve d'innovation, et vient de lancer, alors au travers de l'ADEME cette fois, un mouvement d'incitation à l'innovation et de la créativité, qui est quand même une valeur très chère aux entreprises de l'Ain, sur le thème de l'eau. Et donc l'appel à projet Innovo porte cette nouvelle ambition et intègre du coup l'enjeu national de l'eau dans France 2030, en plus des problématiques RSE qui étaient déjà présentes. Voilà, donc moi je vous souhaite une très bonne réunion et je laisse la parole à Rémi pour la suite. Monsieur Muller, je vous remercie. Donc, avant de passer la parole aux différents, à Monsieur Toray, enfin à Monsieur Tron, excusez-moi, décidément. Donc, je vais faire un petit rappel rapide sur. Bon, j'essaie de passer mon truc, mais c'est pas grave. Donc, nous avons une inévitable tension hydrique, donc on a pu le dire, qui est due à 4 phénomènes, qui est le phénomène de changement climatique. Je ne vais pas revenir dessus, sur les épisodes de sécheresse. Nous avons une augmentation de la fréquence, mais on peut parler plutôt de dérèglement climatique, parce qu'on a effectivement des périodes des pluies diluviennes, des tempêtes, des sécheresses, des canicules. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la surexploitation donc des ressources au niveau mondial, avec une urbanisation et une concentration des prélèvements. Donc, on est obligé d'avoir un partage de l'eau. Une dégradation également des ressources. Non, ça passe pas. Une dégradation des ressources, ceci a un impact important sur les disponibilités des ressources et l'importance des moyens de traitement nécessaires, et une anthropisation des milieux naturels. C'est ces ensembles de perturbations qui font que nous avons donc une inévitable tension hydrique. Et cette tension hydrique, donc, elle a un impact sur le monde économique, une augmentation du coût de l'eau, un arrêt des restrictions et des usages de l'eau, un durcissement des autorisations et des prélèvements de rejet,
Ces limitations administratives nous amènent dans le cadre sécheresse. Tout cela conduit également à une stratégie de l'efficacité hydrique. Qu'est-ce que c'est que la stratégie de l'efficacité hydrique? Donc, elle vise non pas à répondre à la demande, mais à la réduire. Et pour cela, nous avons 4 phénomènes. L'évaluation et l'utilisation de l'eau, avec les procédés propres et sobres. Ensuite, nous avons une réorganisation et une valorisation des effluents, tri des effluents, des sous-effluents, cascade d'usage, une diversification des ressources. C'est bon, on va y arriver. Une diversification des ressources. Et donc, le 4e point, c'est l'amélioration de la performance des installations. Et tout ça nous invite au phénomène que nous ayons l'enjeu clé pour les entreprises, c'est d'avoir l'information. Cette information, donc, pour travailler de façon minimale en période de situation hydrique, connaître le minimum technique atteignable pour les entreprises. Avant toute chose, pour définir donc ce minimum technique, il faut connaître les postes de consommation. Donc, c'est pour ça que nous avons besoin d'avoir différents compteurs, de savoir comment on dépense l'eau et comment à quel niveau elle est prise. Donc, ça peut permettre également d'avoir de regarder si éventuellement il y a des fuites, tout ça. Je pense que les interventions qui vont suivre permettront d'illustrer ce phénomène. Donc, je ne veux pas être trop long, mais juste quand même pour vous dire que, donc, par rapport, il peut y avoir aussi des domaines, j'essaie de passer, donc la gestion des ressources, certaines mesures organisationnelles permettent d'atteindre rapidement et à moindre frais des économies d'eau, la sensibilisation du personnel, un usage raisonné de l'eau, des équipements en adéquation avec la consommation, la récupération également des eaux de pluie ou des eaux dites non conventionnelles. Il vient de paraître en fin août un arrêté par rapport à ces eaux non conventionnelles, même s'il y a encore peut-être des choses à ajouter. Il convient également que les industries étudient l'organisation du travail de manière différente, mise en œuvre de report de certaines opérations ponctuelles mais fortement consommatrices d'eau en dehors des périodes de stress hydrique. On a vu au mois de septembre quelque chose qui était, donc on était pour le plutôt sec et maintenant on est plutôt en période avec beaucoup d'eau. Donc cela permet peut-être de repenser certaines opérations. Et ensuite, nous pouvons passer également à la partie donc des mesures techniques. Ça arrive en 4e volet, l'ajustement de certains réglages, des équipements de nettoyage, redimensionner certains appareils de bus, enfin certains appareils, certains diamètres de bus, des rinceurs, pression également des réseaux, puisque les réseaux peuvent avoir des réseaux plus bas, de 3 bars ou 2,6 bars, remplacement de certaines pompes à garniture par des pompes à entraînement magnétique, appoint d'eau au sein des tours aéroréfrigérantes avec de l'eau déminéralisée pour réduire les purges, remplacement donc de certaines tours aéroréfrigérantes par des systèmes de refroidissement à sec, remise en circuit fermé. Donc tout ça va être un petit peu plus développé donc, par l'exemple que nous allons voir maintenant. Et je vais passer rapidement la parole à M. Bron, de l'entreprise Toret, qui va nous expliquer donc cette... Donc, je vais vous passer la parole. Voilà. Allez-y, monsieur Bron, c'est à vous. Bonjour tout le monde. Il ne visualise pas Non. Si, d'accord. C'était pour ça que je regardais l'écran. Oui, donc je ne suis pas monsieur Toret, moi je suis donc Olivier Bron. Donc je travaille chez Toret, qui est un fabricant de bobines de film plastique. Je suis responsable santé, sécurité, environnement. Je m'occupe des normes qui sont ISO 14001 et 50001 et des relations avec l'ADREAL. Donc, c'est dans ce cadre-là que je vais vous parler aujourd'hui. La petite flèche en bas. Attendez, je vais faire ça. Non, ça va marcher. Non? Si, ça marche. Je vais passer.
Si, si. Ça va. Ah, ça va, on y arrive. Allez. Ouais. Hop, on repasse. Allez-y. C'est bon. C'est bon? Ouais, ouais, enlever, ok. On est un site qui a donc un certain âge, 92 ans. On est un groupe japonais qui a été racheté par les Japonais en 96. On est des ex-Ron Poulenc. On fait environ 160 millions d'euros de chiffre d'affaires. On fabrique 50 000 tonnes de bobines de film plastique soit en polyéthylène terephthalate, soit en polypropylène. On est 390 personnes. Ensuite, il faut rajouter les alternants et des entreprises extérieures sous contrat à plein temps. Le site fait également 22 hectares. Important, je ne vais pas détailler, mais on est soumis soit à autorisation, soit à enregistrement. Donc, on a un arrêté préfectoral d'exploitation, mais nous ne sommes pas un site Céveso. Ensuite, je vous présente, donc, nous sommes certifiés ISO 14001. Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que c'est un engagement volontaire depuis 2004. Ensuite, on est ISO 50001, mais là, ce n'est plus un engagement volontaire, mais c'est une norme ISO, c'est que nous sommes soumis à un plan de performance énergétique. Et donc, nous avons un objectif en 2025. On a déjà eu un premier plan sur 5 ans. Et nous devons rendre des comptes à l'Adréal tous les ans. C'est parce que nous sommes électro-intensifs. Et puis, une nouvelle, alors c'est une réglementation, c'est en avril 2021, c'est le décret où on a dû avoir, pareil, c'est obligatoire par un audit tierce partie, une certification granulés plastique industriel, donc pour préserver les rejets de granulés dans le milieu naturel, notamment la mer et les fleuves. Et donc, évidemment, on a d'autres certifications, mais je ne rentrerai pas dans les détails, et c'est des systèmes intégrés en ISO 9001. Donc, juste celle d'après. Donc, vous voyez ici, donc on est en sortie de Lyon, on est à la frontière, je dirais, entre le Rhône et l'Ain. Donc, vous visualisez le site de 22 hectares, et nous, on prélève, je n'ai pas le pointeur, mais on prélève, vous voyez, il y a le Rhône juste en bas, au sud de la photo. Et donc, nos puits, nos 4 puits sont à cet endroit-là. D'accord? Je vous ai montré une carte, la carte sécheresse de l'Ain. Nous, on est encore, vous voyez, là, dans la petite zone blanche. Nous sommes les irréductibles gaulois. Mais ce que je peux vous dire, c'est que lors de notre dernière inspection avec l'Adréal, c'était au 17 octobre de cette année, l'Adréal Région est en train de travailler sur le Rhône. Donc, on se prépare, on le savait. Cette petite zone blanche ne va pas durer très longtemps. Et donc, on est en train de se préparer, c'est ce que je vais vous montrer à tout ça. Ici, vous voyez, en haut, je vous ai mis les seuils sur le tableau de nos différents arrêtés préfectoraux. On a eu la chance d'avoir un nouvel arrêté préfectoral tout refondu, entre guillemets, qui date du 7 mai 2021. Et donc, vous voyez sur le débit moyen, vous voyez qu'on est sur des grosses consommations journalières. Donc, on a des prescriptions en débit moyen par jour et en maximal par jour. D'accord? Mais vous regardez aussi nos prescriptions en 98, vous voyez la différence. C'est plus que divisé par 2 sur les prescriptions. Ensuite, le petit graphe que je vous montre en dessous, c'est les efforts. On n'a pas commencé l'année dernière à travailler sur ce sujet et on a divisé à peu près par 4 notre consommation d'eau. Cependant, on reste un gros consommateur de lin. Et les messages qu'on fait, lorsque je fais, par exemple, j'ai fait les sensibilisations cette année sur les enjeux environnementaux, que ce soit les déchets, les granulés plastiques, l'énergie et l'eau,
auprès de tous les opérateurs, les chefs d'équipe. Et le message que je leur passe, c'est que nous, on doit devenir invisible. Invisible en consommation d'eau, invisible en consommation d'énergie. Ici, donc vous avez vu, c'est nos seuils sécheresse. Hein. On a été les premiers dans l'Ain, enfin dans les premiers dans l'Ain, à avoir un arrêté préfectoral avec des seuils de sécheresse. Ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai accueilli ça de façon bénéfique. Et quand j'en ai parlé à mon top management, ils ont très bien compris l'intérêt en fait de ce type de seuil. Donc, selon les quatre niveaux, hein, qui sont ensuite maintenant qui sont démocratisés, puisque depuis 2022, on en parle beaucoup, etc. Et pour nous, ça devient une trajectoire. Même si on n'a pas été soumis à une quelconque restriction sécheresse, on va dire depuis 2022, on sait qu'on doit descendre en dessous de l'alerte renforcée, c'est-à-dire des 7000 m3 jour, mais aussi des 10 000 m3 max. Parce que on a un problème, les industriels, mais aussi les agriculteurs, c'est qu'on n'a pas trop besoin d'eau au mois d'octobre, au mois de novembre. On en a besoin entre juin et septembre, comme tout le monde. Et le problème, il est là. Donc, nous servons principalement de l'eau pour refroidir, d'accord? De toute manière, tout gros consommateur utilise de l'eau pour refroidir, hein, c'est plutôt efficace. Nous travaillons 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que ça a été très bien accueilli par le top management chez nous, ces prescriptions, puisqu'en fait, ça nous donnait nos limites et ça nous donnait en fait notre feuille de route pour se préparer. Et ce qui peut faire sourire, puisque souvent les industriels ne sont pas fans des prescriptions, hein, moins on en a, mieux on se porte dans l'arrêté préfectoral. Hein. Moi, ça fait 23 ans que je fais ce métier, c'est la première fois que j'en voyais hein, des prescriptions sur les consommations d'eau, enfin, en cas de sécheresse, je veux dire, hein, sur la restriction d'eau, que c'est limité, tous les arrêtés préfectoraux limitent le prélèvement. Hein. Et donc, ça a été plutôt bien accueilli, en fait. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc, ce n'est pas sur un élan écologique ou une prise de conscience environnementale ou un changement générationnel dans le top management. Hein. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en 2018, on a eu un été très chaud. Je m'excuse, je ne vous ai pas mis ni les précipitations là, sur les 5-10 dernières années, ni les températures, mais ça aurait été, je pense que ça aurait été intéressant que vous les voyiez. Mais en 2018, on a passé beaucoup de nos circuits en circuit ouvert. On n'arrivait plus à refroidir. On était en limite de capacité de refroidissement. Et donc, on a eu, comment on pourrait appeler ça, une petite émotion négative. Ça marche, des fois ça aide, pour bien mieux comprendre les choses. Où on s'est aperçu qu'on allait devoir arrêter des lignes et choisir des lignes, choisir de la production à arrêter. D'accord? Et je pense que ça, donc l'année d'après, ce qu'on a fait, court terme, on a dit, on va louer des groupes froids, des chillers. D'accord? C'est ce qu'on fait. Et je vais vous montrer maintenant l'étape d'après. D'accord? Il faut savoir, je ne sais pas si je peux le dire, mais je le dis quand même, il y a eu un colloque de l'Agence de l'eau qui a été très intéressant et je vous invite à aller chaque année au colloque de l'Agence de l'eau. Et on avait un témoignage de Michelin. Michelin, alors je crois que je n'ai peut-être plus trop les chiffres, mais ils avaient 16 sites. Ils en avaient sur les 16 ou 17, 14 qui étaient en restriction sécheresse, dont je crois 1 ou 2 en crise. D'accord? Eh bien, l'argument qui a été dit, c'est qu'il va falloir qu'on choisisse ce qu'on va produire et qu'on arrête éventuellement certaines lignes. Donc, c'est là où le changement est en train de s'opérer chez les industriels, puisque nous, on ne veut pas choisir d'arrêter des lignes. Et donc, pour ça, il faut qu'on devienne sobre. D'accord?
Ce mot est important, la sobriété. Il a été un petit peu vulgarisé par le président de la République. Mais les industriels parlent toujours d'efficacité, d'accord? On fait de l'efficacité, je dirais, c'est un peu dans l'ADN de l'industriel de faire de l'efficacité. Hein, on achète une pompe qui consomme moins, qui a la même fonction, mais qui consomme moins. Et donc, il faut faire de la sobriété. Et c'est pour ça que je vais vous montrer, moi, des indicateurs qui ne sont pas en mètres cubes par tonne produit, etc. Alors, des fois, on a des grandes discussions, nous, en interne, là-dessus, hein, parce que historiquement, on aime bien ça, c'est-à-dire des ratios sur des tonnes produits, etc. Je vous invite à réfléchir sur ces types d'indicateurs, parce que ces indicateurs, je vous le dis, ils marchent bien quand la production croît ou qu'il y a des gains de productivité. Mais lorsque les gains de productivité sont faits ou que vous êtes en surproduction, ces indicateurs fonctionnent mal. Donc, moi, dans ma stratégie de sensibilisation, hein, à tous les niveaux de l'entreprise, je parle beaucoup en brut. Et donc, je vais vous montrer, je suis passé peut-être un petit peu vite sur celui d'avant, sur les exigences. Donc, vous avez vu les niveaux de vigilance, alerte renforcée, crise. Bon, nous, comme on est un gros consommateur d'eau, hein, sur le slide 6, on surveille tous les jours nos consommations d'eau, d'accord, hein, et c'est analysé. Je voulais vous montrer aussi celui-là, vous voyez donc les efforts qu'on fait. Donc, je vous montre 2018, hein, qui a été une année sur tout l'été. Là, c'est les moyennes annuelles. 2023, donc on est descendu à 4800 mètres cubes jour, d'accord. Et juste pour votre information, on suit aussi la moyenne journalière entre juin et septembre, d'accord. Puisque c'est, donc ça c'est pour donner un exemple de suivi, parce qu'évidemment c'est là que tout le monde veut de l'eau, hein, et c'est là où on a des canicules, donc on a les systèmes de tours qui n'arrivent plus à faire le travail, etc. Un autre élément important aussi qu'on a fait, c'est qu'on s'est préparé à l'été et donc nos systèmes de refroidissement, les tares, etc., fonctionnent bien. D'accord ? Donc, on est descendu, on a fait une belle année 2023. Vous avez vu, sur l'été, on est à 5000 mètres cubes, en sachant que l'alerte renforcée, alors, on ne parle pas de la crise, parce que quand on sera en niveau crise sur les nappes, d'accord, évidemment, ça ne sera plus la même limonade, et là, ce sera des grandes discussions, je dirais, en one-to-one avec l'Adréal. Donc, on a intérêt à avoir avancé sur des belles actions pour pas qu'on nous coupe l'eau. Je voulais aussi, j'en profite, je vous fais part de nos réflexions hein, et pourquoi on les a. Hein, c'est parce que je pense que c'est plutôt important de cette affaire-là. Nous, on ne donne pas de leçons, il nous reste beaucoup de choses à faire. Actuellement, vous avez vu sur les arrêtés préfectoraux, sur les eaux superficielles, souvent c'était écarlate, violet, noir, etc. Et puis sur les eaux souterraines, les eaux de nappe, un peu moins, d'accord? Il est évident que quand ça deviendra écarlate sur les nappes, c'est là où les choses vont commencer à se gâter, puisque tout le monde prélève dans les nappes souterraines, très peu dans les superficielles. Donc, c'est ça qu'il faut surveiller. Il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je conclus juste sur les actions qu'on a faites. Donc, déjà, quand je vous dis qu'on a fait de la maintenance sur nos tares, donc il faut que les échanges thermiques se fassent bien sur les tares. Donc, on a changé tous les packings de toutes nos tares. On a acheté des regranuleuses qui sont économes en énergie et en eau. D'accord. On a fait de la réparation de fuites. Hein. On est soumis à beaucoup régulièrement des fuites d'eau. Donc, on a changé tout un collecteur de sprinkler. Hein. En 2022, on a réparé 9 fuites sur notre réseau d'eau industrielle. Hein. Et puis, vous les voyez en photo, c'est les 2 nouvelles tares. On a rajouté 2 nouvelles tares sur un circuit de 4000 kW qui viennent aider les anciennes tares de 5000 kW. Et donc ça nous permet de gagner 170 000 m3 d'eau par an. Et puis, on a changé aussi des pompes pour gagner de l'énergie. Les pompes de recirculation, que ce soit sur ce qu'on appelle l'eau des tares, la WCT, ou l'eau glacée, la cooling water.
que je voulais vous dire sur cette TAR, c'est que ce n'est pas nous qui avons fait l'investissement. En fait, on paye, on a passé par un organisme qui s'appelle Perfesco, qui est une filiale d'EDF. Et donc ensuite, c'est un peu comme un leasing où on rembourse un espèce de prêt chaque année. Donc, je ne peux pas vous expliquer concrètement l'intérêt financier, à part qu'on ne met pas de CAPEX, mais ça passe dans les frais, d'accord, dans l'OPEX. Mais voilà, je vous laisse cette réflexion. En tout cas, c'est des systèmes de financement qui existent et on l'a utilisé pour ça et pour faire les TAR et pour faire tout le relamping du site. Voilà ce que je peux vous dire en termes de suivi. Je vous invite aussi à suivre une dernière chose, les données météo journalières, puisque sur votre site, parce que c'est un petit peu compliqué des fois de s'y retrouver dans il n'y a pas d'eau. Je vais vous donner un exemple. On était sur le début de cette année avec un déficit de 100 mm à peu près. Et puis évidemment, il est tombé 150 mm en 15 jours en octobre. Je n'ai pas les chiffres de novembre. Mais ça nous permet un peu de relativiser et d'avoir des données fiables, techniques, sur où est la restriction et où nous en sommes. Et nous, on fait ça depuis 2015 pour pouvoir justement argumenter si les choses venaient à se gâter. Voilà. Ensuite, je ne sais pas si je peux répondre à des questions. J'ai fait déjà tout le monde. On aura une question à la fin. Voilà, je vous remercie. L'autre témoignage que nous allons voir, c'est celui de la boule au but. Bon, la boule au but aurait dû être une entreprise donc, qui est dans la Loire. Elle aurait dû être avec nous aujourd'hui parce qu'ils ont été lauréats. Par rapport à un concours de l'agence de l'eau. Et donc, je vais. On passe encore. Voilà, lauréat de l'agence de l'eau. Hein, et donc, nous allons passer maintenant le film de la boule au but qui dure 4 minutes et ensuite nous parlerons, les deux agences de l'eau interviendront, donc l'agence Loire-Bretagne sur lequel la boule au but a fait un dossier et l'agence Rhône-Méditerranée-Corse. Niché dans le Haut-Forez, à 40 km de Saint-Étienne, Saint-Bonnet-le-Château, 1500 habitants, est le leader mondial de la boule de pétanque. De l'acier brut forgé, 2 coquilles assemblées, puis les 82 salariés d'Aubut soudent, polissent, personnalisent 2 millions de boules de pétanque chaque année. Une fabrication 100% française depuis 1955. La clé du succès de cette saga familiale, c'est donc un savant dosage entre la tradition métallurgique de la région et l'innovation. Le 100% France compte bien évidemment. La force de but, c'est d'avoir chaque année investi dans l'outil industriel, investi sur l'image de marque, sur la communication. On est sur un élan de respect de l'environnement qui n'est peut-être pas la priorité mais qui est constant. Jusqu'en 2016, les boules loisirs et compétitions étaient chromées avec un traitement chimique. Mais pour protéger l'environnement et les ressources en eau, les dirigeants d'Aubut ont pris un virage technologique. Pendant 4 ans, ils ont repensé le process de traitement de surface des boules de pétanque. Recherche, test, essai, une ligne de chromage a été supprimée, une autre transformée en chaîne de brunissage. C'est une chaîne de traitement de surface. On va venir brunir les boules pour les protéger contre la corrosion. Grâce à ce procédé innovant, tous les rejets, évacués auparavant dans une lagune communale puis dans un affluent de la Loire, ont donc été supprimés. Nous fonctionnons en rejet zéro. La mise en œuvre du brunissage a permis à Aubut de réduire de près de 70% en masse son utilisation de produits chimiques. Pas de chrome, des économies d'eau et des opérateurs aujourd'hui qui évoluent dans de meilleures conditions. Montant de l'investissement pour une production plus propre, 870 000 €, financé à 45% par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. D'autres installations ont également évolué. La station de traitement des eaux a été repensée pour traiter les nouveaux effluents générés par la chaîne de brunissage. On traite les effluents qui arrivent de notre atelier de finition traitement de surface. Aujourd'hui, on consomme 20 fois moins d'eau que ce qu'on avait auparavant.
Donc on a beaucoup moins prélevé dans la nappe, ce qui est très très intéressant. Ici, on est une entreprise familiale, on vit à la campagne, notre entreprise est implantée à la campagne. On fait attention à ce qu'on rejette pour justement ne pas polluer tous les cours d'eau qu'il y a autour de nous. Nous sommes fiers d'avoir réussi à industrialiser le brunissage, fiers des boules brunies que nous produisons et de plus, nous sommes fiers de le faire de manière propre. C'était un pari de notre part qui, pour l'instant, fonctionne. La démarche environnementale ne s'arrête pas là. Les emballages plastiques ont disparu, les cartons sont recyclables. Bref, le pari est réussi aux portes de l'Auvergne. Obut a donc su allier le développement économique aux contraintes environnementales. Pardon. Voilà l'exemple de l'entreprise Obut. Donc maintenant, je vais laisser la parole à M. Penaud de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, donc qui a accompagné cette entreprise et qui va pouvoir nous parler de l'accompagnement au niveau des entreprises pour l'eau. Donc, M. Penaud, si vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Oui. Alors, je ne vois pas mon diaporama, par contre. Donc, vous le voyez ou pas? Parce que On l'avait partagé. On l'a partagé. Non, ben, je ne le vois pas, là. Bon, je vais commencer la présentation. Donc, 2 mots pour vous présenter l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Donc, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne est l'une des 6 agences présentes sur les territoires métropolitains. Elle évolue sur un territoire de 156 000 km² qui intègre le bassin hydrographique de la Loire depuis les sources jusqu'à l'océan et également la région Bretagne et la Vendée. Elle est couverte par 5 délégations. Elle concerne 8 régions et 36 départements. L'action de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne est guidée par 3 documents stratégiques. Le SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et son programme de mesures qui décrit donc la stratégie pour retrouver un bon état des eaux. Un plan d'adaptation au changement climatique qui invite à agir et à se mobiliser pour justement essayer de moins consommer d'eau et d'atténuer les effets du changement climatique, et un programme d'intervention qui est en voie donc qui rentre dans sa dernière année là en 2024 et qui présente les actions et les modalités d'aide de l'Agence de l'eau pour atteindre les objectifs. Alors, j'avais des cartes, donc je vais peut-être passer les cartes parce que si on ne les voit pas, c'est très facile à commenter. Et je vais donc passer directement en fait sur l'appel à projet sobriété des usages qui a été lancé au printemps 2023 par le conseil d'administration de l'Agence de l'eau suite à la sécheresse de 2022 qui avait fortement impacté le bassin Loire-Bretagne puisque un certain nombre de communes avaient rencontré des difficultés d'approvisionnement en eau. Un bon tiers des cours d'eau avaient subi des assecs pendant un certain nombre de jours, voire de semaines. Et donc également en réponse au plan eau annoncé par Monsieur le Président de la République la fin mars, l'Agence de l'eau avait décidé de s'engager dans un plan de résilience. Ce plan de résilience, il avait été conçu pour accroître les interventions en faveur des territoires en relevant certains taux du 11e programme en vigueur, notamment plus sur tout ce qui concerne la gestion des zones humides, en lançant des appels à projets en faveur de la résilience des territoires et en proposant un dispositif spécifique pour accompagner les collectivités qui avaient connu des ruptures d'alimentation en eau potable pendant la sécheresse 2022. Donc, du 1er avril 2023 jusqu'à ce jour, 4 appels à projets ont été lancés, 2 concernaient plus particulièrement les acteurs économiques,
Le premier, c'est un appel à projet sobriété, qui était également ouvert donc, aux entreprises et aux collectivités. Et puis un deuxième appel à projet pour la renaturation des villes et villages qui concernait la renaturation des cours d'eau au milieu urbain, mais également un volet qui pouvait intéresser les entreprises, c'est la gestion intégrée des eaux pluviales sur son site industriel. Ces appels à projets étaient dotés d'une enveloppe budgétaire de 100 millions d'euros qui a été entièrement consommée. Donc, on a rencontré un vif succès. Et notre conseil d'administration, tout récemment, a décidé de relancer en 2024 les deux appels à projets qui pouvaient intéresser les entreprises, qui concernent la sobriété des usages et la renaturation des villes et villages. L'objectif, donc je vais commencer par vous présenter l'appel à projet sobriété des usages. L'objectif de cet appel à projet, c'est d'encourager et d'accélérer l'engagement d'actions favorables à la réduction des consommations d'eau pour alléger durablement la pression qui s'exerce sur la ressource en appliquant la logique des 3 R. Donc, je reviendrai tout à l'heure sur cette logique des 3 R, mais je voudrais insister sur l'objectif, c'est alléger durablement la pression. C'est-à-dire qu'on encourage les entreprises à mettre en place des économies d'eau au sein de leur process dans l'objectif de réduire les prélèvements sur le milieu aquatique. Attention à ce que les économies d'eau qui sont réalisées ne servent pas à augmenter par ailleurs la production, et dans ce cas-là, le gain pour le milieu serait quasi nul. Donc, après cet appel à projet, il prône d'essayer dans un premier temps de réduire ses consommations d'eau. Donc, ça peut passer par la mise en place d'équipements plus performants et plus économes, le changement de pratique. Donc là, on a reçu beaucoup de dossiers pour mettre en place des machines à laver plutôt automatiques plutôt que des lavages manuels. Beaucoup aussi de dossiers concernaient le remplacement de tours aéro-réfrigérantes classiques par des systèmes adiabatiques qui sont économes en eau. Voilà, et puis après, il y a tout un tas de dispositifs et d'équipements qui permettent de réduire directement à la source les consommations d'eau. Vient ensuite le recyclage donc des eaux de drassage ou la récupération d'eau de pluie qui peuvent être utilisées dans les process. Et enfin, possibilité également d'accompagner la réutilisation des eaux industrielles traitées, qui est en général des systèmes un peu plus onéreux. Le montant des aides pouvait aller jusqu'à 70% pour les études et travaux, sachant que malgré tout, l'attribution des aides se fait dans le respect de l'encadrement européen des aides de l'État. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et l'Agence de l'eau avait un coût de référence de 20 € par mètre cube économisé et une cible de 5 millions de mètres cubes économisés sur la période 2024. Donc, en parallèle à cet appel à projet, l'agence de l'eau, enfin le conseil d'administration de l'agence de l'eau, a décidé également de relancer l'appel à projet renaturation des villes et villages et qui concerne surtout la gestion des eaux pluviales, avec des taux d'aide qui peuvent aussi monter jusqu'à 70%, des coûts de référence de 110 € par mètre carré déconnecté. Et là, l'objectif, c'est bien de réduire l'impact des eaux pluviales sur les systèmes d'assainissement et sur les milieux naturels et de renaturer les espaces urbanisés pour les rafraîchir. Donc, le moyen qui est recherché, c'est de gérer les eaux pluviales au plus près d'où elles tombent, sans tuyaux, en intégration avec l'aménagement et en privilégiant les techniques végétalisées et notamment les solutions fondées sur la nature. Donc l'objectif, c'est de déconnecter 1 million de mètres carrés de surface imperméable. L'appel à projet. Alors, ces deux appels à projet vont être relancés et seront en vigueur à partir du 1er janvier 2024 et jusqu'à la fin juin 2024,
avec 2 périodes pour le dépôt des dossiers de candidature. Une première période du 1er janvier au 31 mars et une deuxième période du 1er avril au 30 juin. À chaque fois, c'est la moitié de l'enveloppe de l'appel à projet qui est mise à disposition dans la phase. Donc, c'est-à-dire que pour l'appel à projet sobriété, la première phase, c'est 25 millions d'euros d'aide et la deuxième phase, 25 millions d'aide. Tandis que pour l'appel à projet renaturation des villes et villages et gestion intégrée des eaux pluviales, on est à 20 millions d'aides sur la première phase et 20 millions d'aides sur la deuxième phase. Les décisions d'aide, donc les dossiers doivent être déposés pendant la période. Il y aura à la suite à la fin de la période, il y a un jury de sélection qui va se réunir et qui tranchera, qui sélectionnera les projets les plus intéressants. Si jamais l'enveloppe budgétaire n'était pas suffisante, les critères de sélection qui ont été retenus pour le moment concernent la date d'engagement des travaux et des transactions. Donc, on privilégiera les projets mûrs qui sont susceptibles d'être engagés rapidement et de consommer rapidement les enveloppes budgétaires. La localisation du projet, donc la priorité sera donnée aux territoires situés en zone de répartition des eaux, c'est-à-dire les territoires sur lesquels on constate d'ores et déjà un déficit quantitatif. Et également seront privilégiés les territoires qui auront rencontré des difficultés en matière d'eau potable et qui feront l'objet d'un accord de résilience avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Et puis enfin, autre critère de sélection, le rapport coût-efficacité du projet, que ce soit par rapport à des mètres cubes d'économisés ou des mètres carrés désimperméabilisés. Dans les modalités d'aide, donc les aides sont apportées dans le respect de l'encadrement européen, ça je l'ai déjà dit. Alors, ce qui veut dire que dans le cadre du régime de minimis, on peut apporter des aides jusqu'à 70%, mais le régime de minimis est disponible pour les entreprises à partir du moment où elles n'ont pas bénéficié de plus de 200 000 euros d'aide sur les 3 dernières années. Quand ce plafond est dépassé, on retombe sur le régime RGEC, c'est-à-dire le règlement général d'exemption par catégorie, avec des taux plafonds de 40% pour les grandes entreprises, 50% pour les moyennes entreprises et 60% pour les petites entreprises. Autre modalité, parmi les modalités d'intervention, ne sont pas aidés les projets qui visent à répondre à une mise en demeure du préfet échu, ceux qui concernent des activités nouvelles, donc que ce soit de la création ou de l'augmentation d'activités, et l'entretien courant des installations. Le renouvellement d'équipement n'est pas éligible, sauf s'il se traduit par un gain environnemental. Dans ce cas, la dépense retenue correspondra à la plus-value environnementale représentée par la différence de coût entre le remplacement à l'identique du matériel existant et le coût du nouvel équipement. Le montant minimal de travaux éligibles, c'est 8 000 euros. Et il ne faut pas avoir démarré le projet avant d'avoir reçu un mail d'autorisation de démarrage de l'action. Monsieur Penaud, je vais bientôt vous couper par rapport à votre intervention. Je ne sais pas, donc si vous pouvez, j'en suis à la diapositive. Après, vous avez quelque chose sur la pollution, je crois. Je ne sais pas. Voilà, si juste pour vous rappeler. Alors, juste par rapport aux appels à projets, les dépôts des demandes d'aide sont faits en ligne sur la plateforme Démarche simplifiée. Donc, les liens pour accéder à cette plateforme seront disponibles très prochainement. Et dernière diapo, effectivement, c'était de rappeler que l'Agence de l'eau a aussi un dispositif d'aide pour aider les entreprises à réduire leur rejet de pollution, avec des aides qui peuvent aller de 30 à 70% selon que l'on traite des macropolluants ou des micropolluants avec un taux maximal quand c'est le traitement des micropolluants se font directement à la source. Voilà. Okay. J'en ai fini. Alors, je ne sais pas ce qu'ont vu les participants, mais sans PowerPoint,
Tout à fait. J'ai à peu près passé dans les temps, peut-être un tout petit peu en avant sur la fin. Merci D'accord. beaucoup. Si jamais il y a des questions, on n'hésitera pas. On va passer maintenant à la dernière intervention, qui est l'agence de l'eau RMC. Madame Evra, donc on va passer Bonjour, je vais vous parler des enjeux eau pour l'industrie. Et donc, je vais vous présenter les aides de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse sur le volet économie d'eau. Donc, en préambule, je vous ai remis la carte du bassin Rhône-Méditerranée, sachant que l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse dispose d'un siège situé à Lyon et compte 4 délégations territoriales qui sont basées à Besançon pour la partie notamment Bourgogne-Franche-Comté, basée sur Lyon pour la partie Rhône-Alpes de la région Aura, pour Marseille pour la partie Provence-Alpes-Côte d'Azur et puis la partie Corse, et puis une délégation sur Montpellier qui s'occupe de tout ce qui est Occitanie, donc la partie ex-Languedoc-Roussillon. Donc je vous ai également mis le lien qui vous permet de vérifier l'appartenance d'une commune au bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Donc n'hésitez pas, si vous avez un doute et si vous voulez vérifier que vous êtes bien sur notre bassin, et bien, consultez la carte et allez vérifier. Donc, avant de parler et de rentrer dans le vif du sujet des aides de l'Agence de l'eau sur les économies d'eau, je vous ai juste rappelé les modalités d'intervention et puis quelques dispositions structurantes qui sont importantes à connaître, notamment quand on parle de l'industrie. Donc, les aides sont apportées dans le respect de l'encadrement européen. Donc, à ce titre, ne sont pas aidés les projets visant à répondre à une mise en demeure du préfet concernant des activités nouvelles, que ce soit la création ou l'augmentation d'une activité, ou consistant en de l'entretien courant des installations. Donc, l'Agence de l'eau, elle accompagne les projets d'intérêt manifeste, donc que ce soit au regard d'un gain environnemental ou du rapport coût-efficacité des projets. Le renouvellement d'ouvrage est aujourd'hui éligible dès lors qu'il est démontré que le projet présente un gain environnemental. À ce titre, en termes d'assiette, en fait, on reprend la moitié des coûts, notamment pour tout ce qui est renouvellement. Pour être éligible, le projet doit avoir un montant minimum de travaux équivalent à 10 000 €. Et puis surtout, c'est très important, il ne faut jamais engager le projet avant d'avoir déposé une demande d'aide sur le portail TSA du site de l'Agence de l'eau. Donc, en termes d'appui au monde industriel, aujourd'hui, les interventions de l'Agence de l'eau sont ciblées sur des secteurs prioritaires, donc en déséquilibre quantitatif ou en équilibre fragile, qui sont identifiés dans les SDAGE. Donc là, à l'écran, on peut retrouver les 3 cartes d'usage sur lesquelles on se base pour savoir si le projet est éligible ou non. Donc, on regarde aujourd'hui d'où vient l'eau et sur quelle masse d'eau sont faits les prélèvements. Et ça nous permet si les prélèvements sont faits sur une masse d'eau, donc en marron ou en jaune sur ces cartes-là, c'est des projets qui vont pouvoir être éligibles aux aides de l'Agence de l'eau. Donc, à ce titre, on va pouvoir accompagner des projets qui vont viser à limiter les prélèvements et à économiser l'eau. Donc, par exemple, on va pouvoir aider des projets qui visent à changer de procédé, à mettre en place des technologies économes, à faire du recyclage en circuit fermé, des projets de réutilisation ou encore des projets de récupération des eaux pluviales. En complément de ces projets d'économie d'eau, on va pouvoir accompagner des projets qui vont viser à substituer en fait une ressource pour passer d'une ressource qui est en déficit actuellement à une ressource qui ne l'est pas. Donc ces projets-là sont éligibles s'il y a bien présence d'un plan de gestion de la ressource en eau, ou PGRE, sur le territoire. Donc on va pouvoir effectivement accompagner des projets de solutions alternatives d'approvisionnement en eau de process ou de refroidissement notamment. Les taux d'aide pour l'Agence de l'eau, donc ces projets sont 40% pour une grande entreprise et une majoration possible en fonction de la taille de l'entreprise, donc plus 10% pour une moyenne entreprise et de plus 20% pour une petite, qui amène des taux d'aide jusqu'à 60%. Donc quelques chiffres clés du 11e programme sur ce volet économie d'eau. Aujourd'hui, il y a 47 bénéficiaires qui ont fait l'objet d'une décision d'aide, qui représente 6,4 millions d'euros d'aides qui ont été octroyées au 11e programme pour les industriels
Et ça fait 4,2 millions de mètres cubes qui auraient été économisés par rapport à ces projets. Donc, en complément du 11e programme classique dont je viens de vous parler, l'Agence de l'eau a lancé un appel à projet pour accompagner les acteurs économiques dans leur sobriété en eau. Donc, en termes de contexte, cet appel à projet fait suite à la situation de la sécheresse exceptionnelle de 2022 qui a abouti à des restrictions réglementaires drastiques et au lancement du plan eau qui a été annoncé le 30 mars 2023 et qui affichait des ambitions très fortes, notamment 2 mesures à destination des acteurs économiques et industriels. Donc, la première qui visait à établir un plan de sobriété en eau et la deuxième donc, qui visait l'accompagnement d'au moins 50 sites industriels ayant de forts potentiels de réduction. Donc, pour accompagner ce plan eau, l'Agence de l'eau a souhaité lancer cet appel à projet pour ouvrir nos aides aux économies d'eau à tous les territoires des bassins Rhône-Méditerranée et Corse, et donc plus être restrictif aux territoires prioritaires d'usage dont je vous ai parlé précédemment. Donc, en termes d'objectifs, les projets présentés doivent s'inscrire dans un objectif de réduction important des prélèvements existants. Donc, on regarde si les projets et si le gain environnemental est supérieur à 5 000 m3 par an dans la ressource en eau, donc, que ce soit des réductions de prélèvements directs ou réduction des prélèvements sur réseau AEP. Donc, ça porte notamment sur la réduction des consommations et sur la lutte contre les fuites des réseaux de distribution. À ce titre, sont éligibles le changement de process, la mise en œuvre de technologies propres plus économes en eau, la mise en place de circuits de recyclage, notamment les eaux de refroidissement, la réutilisation des eaux usées traitées, le recyclage des eaux pluviales et la réparation de fuites sur les réseaux. En termes de modalités, l'appel à projet a été lancé donc, en juillet dernier, donc le 3 juillet, et la date limite d'envoi des dossiers de demande d'aide est fixée au 30 septembre 2024 pour nous laisser dans la mesure du possible la possibilité, en tout cas, de pouvoir passer tous les dossiers d'aide sur ce 11e programme. Donc, la sélection des projets se fait au fil de l'eau. Donc, il n'y a pas de jury à l'issue de l'appel à projet. Donc, en termes de conditions d'intervention, les aides sont apportées dans le respect de l'encadrement européen et les taux d'aide sont fixés de 30% pour une grande entreprise, 40% pour une moyenne et 50% pour une petite. L'enveloppe allouée initialement était de 10 millions d'euros et donc elle vient juste d'être réévaluée à 20 millions d'euros. Pour en savoir plus, surtout, n'hésitez pas à consulter le site de l'Agence de l'eau à l'adresse suivante. Et donc, vous retrouverez tous les compléments. Je vous ai également mis en conclusion une synthèse, puisqu'aujourd'hui, effectivement, on a surtout parlé des aides aux économies d'eau, mais l'Agence de l'eau peut accompagner les acteurs économiques sur d'autres sujets, donc notamment la réduction des pollutions. Donc, ce schéma a été fait un peu pour récapituler tout type de projet qu'on est susceptible de pouvoir accompagner. Donc, je vous remercie pour votre attention et surtout, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Eh bien, merci beaucoup. Donc, avant de passer aux questions dans le chat, pour terminer ce webinaire, je voudrais juste dire que l'ensemble des équipes des différentes chambres de commerce et d'industrie de Rhône-Alpes peuvent accompagner donc, les entreprises par rapport à leur mise en œuvre. Ces bonnes pratiques et ces éco-gestes pour maîtriser et réduire les consommations existent et doivent être diffusés le plus généralement possible. Il existe des vidéos, donc on vous a mis le lien sur le diaporama, d'autres vidéos qui sont également en préparation, et puis les chambres de commerce et d'industrie vont notamment mettre en place d'autres actions, notamment des ateliers sur les plans de sobriété hydrique pour les entreprises et des diagnostics, pré-diagnostics qui sont en train de se monter pour aider les entreprises à aller plus loin. Donc, je remercie l'ensemble des participants, l'ensemble des intervenants également. Et les présentations sont désormais maintenant terminées. Et donc, je ne sais pas s'il y a quelques questions que l'on peut prendre. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai eu une question, notamment les aides décrites par le représentant de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne sont-elles disponibles donc, dans le département de l'Ain? Je ne crois pas. Hein. Je veux bien laisser répondre M. Penaud, mais je ne crois pas, puisque le département de l'Ain est entièrement sur Rhône-Méditerranée-Corse. Ah oui, les aides présentées ne concernent effectivement que les territoires qui sont sur le bassin Loire-Bretagne. Oui.
Donc, je ne crois pas qu'il existe tout à fait les mêmes aides par rapport à Rhône, Méditerranée, Corse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, oui, bien sûr, là, toutes les présentations seront bien oui, envoyées. L'ensemble des à présentations l'ensemble des va être envoyé. On va vous mettre il y aura un replay voilà, qui peut être diffusé. Et puis, l'ensemble des présentations sera envoyé. Et puis, bien sûr, nous restons à disposition et n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons vous envoyer un questionnaire également de satisfaction par rapport à ce webinaire. Donc, n'hésitez surtout pas à répondre. Voilà, je crois qu'on est à peu près dans les temps, à 5 minutes. Est-ce qu'il y a, non, pas d'autres questions, pas d'autres interventions? Bon. Non. Eh bien, écoutez, je remercie tout le monde et je vous souhaite une très belle fin de journée.